Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Dans cet épisode, je continue de vous lire Histoire de ma vie de George Sand. Vous êtes dans la partie 3 et c'est l'épisode 2. Bonne écoute. Je n'ai aucun souvenir de ces plaisantes compositions. Ma mère m'en a parlé 1000 fois et longtemps avant que j'eusse la pensée d'écrire. Elle les déclarait souverainement ennuyeuses à cause de leur longueur et du développement que je donnais aux digressions. C'est un défaut que j'ai bien conservé, à ce qu'on dit, car pour moi, j'avoue que je me rends peu compte de ce que je fais, et que j'ai aujourd'hui, tout comme à 4 ans, un laisser-aller invincible dans ce genre de création. Il paraît que mes histoires étaient une sorte de pastiche de tout ce dont ma petite cervelle était obsédée. Il y avait toujours un canevas dans le goût des contes de fées, et pour personnages principaux, une bonne fée, un bon prince et une belle princesse. Il y avait peu de méchants êtres et jamais de grands malheurs, tout s'arrangeait sous l'influence d'une pensée riante et optimiste, comme l'enfance. Ce qu'il y avait de curieux, c'était la durée de ces histoires et une sorte de suite, car j'en reprenais le fil là où il avait été interrompu la veille. Peut-être, ma mère, écoutant machinalement et comme malgré elle ces longues divagations, m'aidait-elle à son insu à m'y retrouver. Ma tante se souvient aussi de ces histoires et s'égaye à se souvenir. Elle se rappelle m'avoir dit souvent « Eh bien, Aurore, est-ce que ton prince n'est pas encore sorti de la forêt ? Ta princesse aura-t-elle bientôt fini de mettre sa robe à queue et sa couronne d'or ? Laisse-la tranquille, disait ma mère. Je ne peux travailler en repos que quand elle commence ses romans entre 4 chaises. Je ne crois pas avoir revu cette maison de Chaillot depuis 1808 car, après le voyage d'Espagne, je n'ai plus quitté Nohant jusqu'après l'époque où mon oncle vendit à l'État sa petite propriété, qui se trouvait sur l'emplacement destiné au palais du roi de Rome. Que je me trompe ou non, je placerai ici ce que j'ai à dire de cette maison, qui était alors une véritable maison de campagne, Chaillot n'étant point bâti comme il l'est aujourd'hui. C'était l'habitation la plus modeste du monde. Je le comprends aujourd'hui, que les objets restés dans ma mémoire m'apparaissent avec leur valeur véritable. Mais à l'âge que j'avais alors, c'était un paradis. Je pourrais dessiner le plan du local et celui du jardin, tant ils me sont restés présents. Le jardin était surtout pour moi un lieu de délice, car c'était le seul que je connusse. Ma mère qui, malgré ce qu'on disait d'elle, alors à ma grand-mère, vivait dans une gêne voisine de la pauvreté, et avec une économie et un labeur domestique dignes d'une femme du peuple. Ne me menait pas aux Tuileries étaler des toilettes que nous n'avions pas, et me maniérait en jouant au cerceau ou à la corde sous les regards des badauds. Nous ne sortions de notre triste réduit que pour aller quelquefois au théâtre, dont ma mère avait le goût prononcé, ainsi que je l'avais déjà, et le souvenir le plus souvent à Chaillot, où nous étions toujours reçus à grands cris de joie. Le voyage à pied et le passage par la pompe à feu me contrariaient bien d'abord, mais à peine avais-je mis le pied dans le jardin que je me croyais dans l'île enchantée de mes contes. Clotilde, qui pouvait s'ébattre là au grand soleil toute la journée, était bien plus fraîche et plus enjouée que moi. Elle me faisait les honneurs de son Éden avec ce bon cœur et cette franche gaieté qui ne l'ont jamais abandonnée. Elle était certes la meilleure de nous deux, la mieux portante et la moins capricieuse. Aussi je l'adorais, en dépit de quelques algarades que je provoquais toujours et auxquelles elle répondait par des moqueries qui me mortifiaient beaucoup. Ainsi, quand elle était mécontente de moi, elle jouait sur mon nom d'Aurore et m'appelait Horreur, injure qui m'exaspérait. Mais pouvais-je bouder longtemps en face d'une charmille verte et d'une terrasse toute bordée de pots de fleurs ? C'est là que j'ai vu les premiers fils de la Vierge, tout blancs et brillants au soleil d'automne. Ma sœur y était ce jour-là, car ce fut elle qui m'expliqua doctement comme quoi la Sainte Vierge filait elle-même ses jolis fils sur sa quenouille d'ivoire. Je n'osais pas les briser et je me faisais bien petite pour passer dessous.
Le jardin était un carré long, fort petit en réalité, mais qui me semblait immense, quoique j'en fisse le tour 200 fois par jour. Il était régulièrement dessiné à la mode d'autrefois. Il y avait des fleurs et des légumes. Pas la moindre vue, car il était tout entouré de murs. Mais il y avait au fond une terrasse sablée, à laquelle on montait par des marches en pierre, avec un grand vase de terre cuite classiquement bête de chaque côté. Et c'était sur cette terrasse, lieu idéal pour moi, que se passaient nos grands jeux de bataille, de fuite et de poursuite. C'est là aussi que j'ai vu des papillons pour la première fois, et de grandes fleurs de tournesol qui me paraissaient avoir 100 pieds de haut. Un jour, nous fûmes interrompus dans nos jeux par une grande rumeur au dehors. On criait « Vive l'empereur !» On marchait à pas précipités, on s'éloignait et les cris continuaient toujours. L'empereur passait en effet à quelque distance et nous entendions le trot des chevaux et l'émotion de la foule. Nous ne pouvions pas voir à travers le mur, mais ce fut bien beau dans mon imagination, je m'en souviens, et nous criâmes de toutes nos forces « Vive l'empereur !» transportés d'un enthousiasme sympathique. Un souvenir qui date de mes 4 premières années et celui de ma première émotion musicale. Ma mère avait été voir quelqu'un dans un village près de Paris, je ne sais lequel. L'appartement était très élevé et de la fenêtre, étant trop petite pour voir le fond de la rue, je ne distinguais que le faîte des maisons environnantes et beaucoup d'étendues de ciel. Nous passâmes là une partie de la journée, mais je ne fis attention à rien, tant j'étais préoccupé du son d'un flageolet qui jouait tout le temps une foule d'airs qui me parurent admirables. Le son partait d'une des mansardes les plus élevées, et même d'assez loin, car ma mère, à qui je demandais ce que c'était, l'entendait à peine. Pour moi, dont l'ouïe était apparemment plus fine et plus sensible à cette époque, je ne perdais pas une seule modulation de ce petit instrument, si aigu de près, si doux à distance, et j'en étais charmé. Il me semblait l'entendre dans un rêve. Le ciel était pur et d'un bleu étincelant, et ces délicates mélodies semblaient planer sur les toits et se perdre dans le ciel même. Qui sait si ce n'était pas un artiste, d'une inspiration supérieure, qui n'avait en ce moment d'autre auditeur attentif que moi? Ce pouvait bien être aussi un marmiton qui étudiait l'air de la Monaco ou des Folies d'Espagne. Quoi qu'il en soit, j'éprouvais d'indicibles jouissances musicales et j'étais véritablement en extase devant cette fenêtre où, pour la première fois, je comprenais vaguement l'harmonie des choses extérieures, mon âme étant également ravie par la musique et par la beauté du ciel. Tous mes souvenirs d'enfance sont bien puérils, comme l'on voit, mais si chacun de mes lecteurs fait un retour sur lui-même en me lisant, s'il se retrace avec plaisir les premières émotions de sa vie, s'il se sent redevenir enfant pendant 1 heure, ni lui ni moi n'auront perdu notre temps, car l'enfance est bonne, candide, et les meilleurs êtres sont ceux qui gardent le plus ou qui perdent le moins de cette candeur et de cette sensibilité primitive. J'ai très peu de souvenirs de mon père avant la campagne d'Espagne. Il était si souvent absent que je dus le perdre de vue pendant de longs intervalles. Il a pourtant passé auprès de nous l'hiver de 1807 à 1808, car je me rappelle vaguement de tranquilles dîners à la lumière, et un plat de friandises, à coup sûr fort modeste, car il consistait en vermicelle cuit dans du lait sucré, que mon père faisait semblant de vouloir manger tout entier pour s'amuser de ma gourmandise désappointée. Je me rappelle aussi qu'il faisait, avec sa serviette, nouer et rouler de diverses manières, des figures de moines, de lapins et de pantins qui me faisaient beaucoup rire. Je crois qu'il m'eût horriblement gâté car ma mère était forcée de s'interposer entre nous pour qu'il n'encourageât pas tous mes caprices au lieu de les réprimer. On m'a dit que, pendant le peu de temps qu'il pouvait passer dans sa famille, il s'y trouvait si heureux qu'il ne voulait pas perdre sa femme et ses enfants de vue, qu'il jouait avec moi des jours entiers,
et qu'en grand uniforme, il n'avait nullement honte de me porter dans ses bras, au milieu de la rue et sur les boulevards. À coup sûr, j'étais très heureuse car j'étais très aimée. Nous étions pauvres et je ne m'en apercevais nullement. Mon père touchait pourtant alors des appointements qui eussent pu nous procurer de l'aisance, si les dépenses qu'entraînaient ses fonctions d'aide au camp de Murat n'eussent dépassé ses recettes. Ma grand-mère se privait elle-même pour le mettre sur le pied de luxe insensé qu'on exigeait de lui, et encore laissa-t-il des dettes de chevaux, d'habits et d'équipements. Ma mère fut souvent accusée d'avoir ajouté par son désordre à ses embarras de famille. J'ai le souvenir si net de notre intérieur à cette époque que je puis affirmer qu'elle ne méritait en rien ses reproches. Elle faisait elle-même son lit, balayait l'appartement, raccommodait ses nippes et faisait la cuisine. C'était une femme d'activité et d'un courage extraordinaire. Toute sa vie, elle s'est levée avec le jour et couchée à 1h du matin, et je ne me rappelle pas l'avoir vue oisive chez elle un seul instant. Nous ne recevions personne en dehors de notre famille et de l'excellent ami Pierret, qui avait pour moi la tendresse d'un père et les soins d'une mère. Quand notre voyage en Espagne fut résolu, ce fut Pierret qui fit tous nos préparatifs. Ce n'était pas une entreprise fort prudente de la part de ma mère, car elle était grosse de 7 à 8 mois. Elle voulait m'emmener et j'étais encore un personnage assez incommode. Mais mon père annonçait un séjour de quelque temps à Madrid et ma mère avait, je crois, quelques soupçons jaloux. Quel que fût le motif, elle s'obstina à l'aller rejoindre et se laissa séduire, je crois, par l'occasion. La femme d'un fournisseur de l'armée qu'elle connaissait partait en poste et lui offrait une place dans sa calèche pour la conduire jusqu'à Madrid. Cette dame avait pour tout protecteur dans cette occurrence un petit jockey de 12 ans. Nous voici donc en route, ensemble, 2 femmes dont une enceinte, et 2 enfants, dont je n'étais pas le plus déraisonnable et le plus insoumis. Sauf la pensée de ma poupée qui me poursuivit quelque temps, je ne me rappelle rien du voyage jusqu'aux montagnes des Asturies. Mais je ressens encore l'étonnement et la terreur que me causèrent ces grandes montagnes. Les brusques détours de la route au milieu de cet amphithéâtre dont les cimes fermaient l'horizon m'apportaient à chaque instant une surprise pleine d'angoisse. Il me semblait que nous étions enfermés dans ces montagnes, qu'il n'y avait plus de route et que nous ne pourrions ni continuer ni retourner. J'y vis pour la première fois, sur les marges du chemin, du liseron en fleurs. Ces clochettes roses, délicatement rayées de blanc, me frappèrent beaucoup. Ma mère m'ouvrait instinctivement et tout naïvement le monde du beau, en m'associant dès l'âge le plus tendre à toutes ces impressions. Ainsi, quand il y avait un beau nuage, un grand effet de soleil, une eau claire et courante, elle me faisait arrêter en me disant « Voilà qui est joli, regarde !» Et tout aussitôt, ces objets que je n'eusse peut-être pas remarqués de moi-même me révélaient leur beauté, comme si ma mère avait eu une clé magique pour ouvrir mon esprit aux sentiments incultes mais profonds qu'elle en avait elle-même. Je me souviens que notre compagne de voyage ne comprenait rien aux naïves admirations que ma mère me faisait partager, et qu'elle disait souvent « Oh, mon Dieu, Madame Dupin, que vous êtes drôle avec votre petite fille !» Et pourtant, je ne me rappelle pas que ma mère m'ait jamais fait une phrase. Je crois qu'elle en eût été bien empêchée, car c'est à peine si elle savait écrire à cette époque, et elle ne se piquait point d'une vaine et inutile orthographe. Et pourtant, elle parlait purement, comme les oiseaux chantent, sans avoir appris à chanter. Elle avait la voix douce et la prononciation distinguée. Ses moindres paroles me charmaient ou me persuadaient. Comme elle était véritablement infirme, sous le rapport de la mémoire, et n'avait jamais pu enchaîner 2 faits dans son esprit, elle s'efforçait de combattre en moi cette infirmité qui, à bien des égards, a été héréditaire. Aussi me disait-elle à chaque instant « Il faudra te souvenir de ce que tu vois là. » Et chaque fois qu'elle a pris cette précaution, je me suis souvenu, en effet.
Ainsi, en voyant les liserons en fleurs, elle me dit « Respire-les, cela sent bon le miel, et ne les oublie pas. » C'est donc la première révélation de l'odorat que je me rappelle, et par un lien de souvenirs et de sensations que tout le monde connaît sans pouvoir l'expliquer, je ne respire jamais des fleurs de liseron vrille sans voir l'endroit des montagnes espagnoles et le bord du chemin où j'en cueillis pour la première fois. Mais quel était cet endroit ? Dieu le sait. Je le reconnaîtrai en le voyant. Je crois que c'était du côté de Pancorbo. On ne s'attend pas sans doute à ce que je mette de l'ordre dans des souvenirs qui datent de si loin. Ils sont très brisés dans ma mémoire, et ce n'est pas ma mère qui eût pu m'aider par la suite à les enchaîner, car elle se souvenait moins que moi. Je dirais seulement dans l'ordre où elles me viendront, les principales circonstances qui m'ont frappé. Plus nous avancions dans notre trajet, plus le spectacle de la guerre devenait terrible. Nous passâmes la nuit dans un village qui avait été brûlé la veille et où il ne restait dans l'auberge qu'une salle avec un banc et une table. Il n'y avait absolument à manger que des oignons crus, dont je me contentais, mais auxquels ma mère, ni sa compagne, ne purent se résoudre à toucher. Elles n'osaient pas voyager la nuit. Elles la passèrent sans fermer l'œil, et je dormis sur la table, où elle m'avait fait un lit vraiment trop bon, avec les coussins de la calèche. Il m'est impossible de dire à quelle époque précise de la guerre d'Espagne nous nous trouvions. Je ne me suis jamais occupé de le savoir à l'époque où mes parents eussent pu mettre de l'ordre dans mes souvenirs. Et je n'en ai plus aucun en ce monde qui puisse m'y aider. Je pense que nous étions partis de Paris dans le courant d'avril 1808 et que l'événement terrible du 2 mai éclata à Madrid pendant que nous traversions l'Espagne pour nous y rendre. Mon père était arrivé à Bayonne le 27 février. Il écrivait quelques lignes des environs de Madrid le 18 mars à ma mère, et c'est vers cette époque que j'ai dû voir l'empereur à Paris, à son retour de Venise et avant son départ pour Bayonne, car quand je le vis, le soleil baissait et me venait dans les yeux, et nous rentrions chez nous pour dîner. Quand nous quittâmes Paris, il ne faisait pas chaud, mais à peine fûmes-nous en Espagne que la chaleur nous accabla. Si j'avais été à Madrid pendant l'événement du 2 mai, une pareille catastrophe m'eût sans doute vivement frappé, puisque je me rappelle de bien moindres circonstances. En voici une qui me fixe presque. C'est la rencontre que nous fîmes vers Burgos ou vers Vitoria, d'une reine qui ne pouvait être que la reine d'Étrurie. Or, l'on sait que le départ de cette princesse fut la première cause du mouvement du 2 mai à Madrid. Nous la rencontrâmes probablement peu de jours après, comme elle se dirigeait sur Bayonne où le roi Charles IV l'appelait afin de réunir toute sa famille sous la serre de l'aigle impérial. Comme cette rencontre me frappa beaucoup, je puis la raconter avec quelques détails. Je ne saurais dire en quel lieu c'était, sinon que c'était dans une sorte de village où nous nous étions arrêtés pour dîner. Il y avait dans l'auberge un relais de poste, et au fond de la cour, un assez grand jardin où je vis des tournesols qui me rappelèrent ceux de Chaillot. Et pour la première fois, je vis recueillir la graine de cette plante, et l'on me dit qu'elle était bonne à manger. Il y avait, dans un coin de cette même cour, une pie en cage, et cette pie parlait. Ce qui fut pour moi un autre sujet d'étonnement. Elle disait en espagnol quelque chose qui signifiait probablement « mort aux Français » ou peut-être « mort à Godoy ». Je n'entendais distinctement que le premier mot qu'elle répétait avec affectation et avec un accent vraiment diabolique. « Muera, muera ». Et le jockey de Madame Fontanier m'expliquait qu'elle était en colère contre moi et qu'elle me souhaitait la mort. J'étais si étonné d'entendre parler un oiseau que mes contes de fées me parurent plus sérieux que je n'avais peut-être cru jusqu'alors. Je ne me rendis pas du tout compte de cette parole mécanique, dont le pauvre oiseau comprenait pas le sens. Puisqu'il parlait, il devait penser et raisonner, selon moi, et j'eus très peur de cette espèce de génie malfaisant qui frappait du bec les barreaux de sa cage en répétant toujours « Muera, muera ».
Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!